Tous pourris, l'image des agents de joueurs est à peu près aussi naze que celle des journalistes. Alors on va en parler aujourd'hui parce que notre invité c'est Christophe Hutto, l'agent de joueur. Allez c'est parti, c'est la classe foot. Bienvenue chez la First Team, comme chaque vendredi, c'est toute l'actu foot avec vous, avec la classe foot, avec mes élèves, bien sûr, comme d'habitude. L'équipe est réunie, à commencer par le commentateur émérite de la FFF, Emmanuel Moine. Ça va, Manu ? Ouais, super, monsieur Thibaut. Je suis très content parce que justement d'avoir notre invité aujourd'hui que vous venez de découvrir, parce qu'on dit que les agents sont mieux informés que les journalistes aujourd'hui, donc ça va être une super émission. Pour lui, Paris est magique. Thomas Dufant est avec nous, bien sûr, de retour. Après une super semaine, je me suis régalé mercredi soir devant mon petit écran, le PSG. Je me régale en ce moment. Et attends, on a des preuves, on en parlera tout à l'heure, on a des preuves d'ailleurs sur ta régalade de mercredi soir. Il ne sait pas quoi penser du départ de Marcelo Bielsa, notre Lillois à nous, Maxime Orbet, directeur de la rédaction d'Oh My Goal, notre partenaire, est également là. Ça va, difficile semaine quand même pour Très finir. difficile semaine, hein. Comparé à toi, entre la défaite à Amiens et le départ de Bielsa, là c'est terrible. Et encore, il n'y a pas encore eu de match à Montpellier. Et cette semaine, on a le plaisir d'accueillir avec nous Christophe Hutto qui nous vient des Landes, qui nous vient de près de Bordeaux, de Mimizan, auteur de Secrets d'agents aux éditions Marabout. Christophe, bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde. Et je vais vous le présenter, vous qui nous regardez, ceux qui ne le connaissent pas, peut-être déjà vous pourrez lire son livre pour en savoir plus. Mais sachez qu'il a eu plusieurs vies professionnelles. Il a été journaliste dans les années 90 pour de grandes rédactions parisiennes comme RTL, L'Équipe, mais de façon indépendante. Et puis il a sa vie d'agent, Caboret à l'OM, Valbuena, Granic, c'est lui. Sergueï Semak au PSG pour les Parisiens, c'est lui aussi. Gaëtan Laborde aujourd'hui à Bordeaux, c'est également Christophe Hutto. On va parler de tous ces détails, de ses relations et du monde du foot, des agents, tout de suite dans cette émission, avec au programme Manu Tudescent spécial Vicage Dorasso, qui est de retour en promo un peu partout en ce moment. Dans la récréation, agents, dirigeants, monde du foot, sont-ils tous pourris ? On en parle. L'instant Oh My Goal, on va se poser la question de Paris. Qui doit vendre Paris pour rentrer dans les clous du fair play financier ? Les pronos, les interrogations surprises. Tout de suite, les news en une touche. Van Basten, schitterend! Marco Van Basten. Pour ceux qui nous rejoignent en une touche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on parle des news, mais de façon simple, on s'échange la balle pour parler des dernières actus qui font le monde du foot en ce moment. Justement, le FC Nantes et Raymond Domenech, c'est la grande guerre de la semaine. Ça chauffe, Raymond Domenech s'est moqué de Nantes pour sa défaite le week-end dernier au Parc des Princes. Il l'avait tweeté. Finalement, la stratégie double bus de la Mercedes n'a pas fait mieux que toutes les petites 2 chevaux 4-1, puisque il revenait en effet sur les déclarations du président Kita sur la Mercedes et la 2 chevaux d'Erzakarian Ranieri. Réponse sulfateuse du FC Nantes, vous l'avez lu en dessous, et réponse jeudi de Claudio Ranieri qui a lui aussi dégoupillé dans la foulée très rapidement. Si je parle de théâtre, je peux l'écouter, mais s'il parle de foot, jamais. Voilà, en un mot sur cette histoire, Ranieri, Domenech, FC Nantes, quel parti faut-il prendre, Christophe Hutto par exemple ? Je crois qu'on en fait trop. Je pense que le club nantais aurait pas dû surréagir à cette info. Alors, Raymond Domenech va pas traîner toute sa vie cette histoire de bus. C'est pas mon ami. Je suis pas un intime de Raymond. Malgré tout, il y a un moment donné, stop. Alors peut-être que Raymond, qui a beaucoup d'esprit, hein, c'est quelqu'un de très intelligent, brillant intellectuellement parlant. Je pense qu'il pensait pas mal quand il a fait ce tweet. Nos amis nantais sont très susceptibles, oui. Susceptible et taquin. Ouais. Par contre, mine de rien, je trouve que Claudio Ranieri, on parle beaucoup de sa classe. Même quand il clash, il a une énorme classe parce que sa punchline, elle est géniale. Ouais, moi j'ai mis drôle parce que ça me fait marrer. Et Raymond, peut-être qu'il ne mérite pas qu'on parle du bus toute sa vie. En tout cas, moi, j'en parlerai toute ma vie parce que c'était un moment que je considère comme dramatique dans l'histoire du foot et qui nous a tous marqués. Je voulais revenir sur un peu l'Italie obsession de Domenech. Voilà, il attaque Ranieri à travers ce sujet-là. Il a un gros problème. On sent qu'il a été marqué, touché par l'Italie. Même en espoir, etc. Non, j'ai mis aussi l'UNECATEF parce que c'est le président de l'UNECATEF, c'est l'union bien sûr syndicale des entraîneurs français, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que il a ce
ce double personnage d'homme médiatique, parce qu'il est payé pour donner son avis, hein, malgré bien sûr l'histoire du bus, et ce rôle de président d'une EKTF, ou est-ce que tu peux envoyer des balles comme ça quand tu es censé aussi protéger quelque part les éducateurs, notamment français, ou travailler en France? Autre news de la semaine, Marcelo Bielsa mis à la porte du LOSC. La procédure est en cours, vous le savez. 4 mois de championnat et puis s'en va. Ils sont 19e au classement, 3 victoires seulement en 13 journées. Lille n'avançait pas. Était-ce le bon choix? Les explications de ce départ, en tout cas Maxime, elles sont un peu floues. Dis-nous ce que tu en penses, toi, le Lillois, qui est proche du LOSC. Bah moi j'ai quelques problèmes avec le timing parce que mine de rien on restait sur une série assez intéressante pour le LOSC. 2 victoires consécutives avec 3 buts marqués. Certes, il y a le match à Amiens qui est catastrophique parce qu'on va perdre 3-0 chez un concurrent direct pour le maintien, parce que il faut parler de maintien à l'heure actuelle. Et là où j'ai un peu de mal, c'est que Marcelo Bielsa, il y avait eu une éventualité de départ fin octobre, des négociations qui avaient été entamées. On s'était dit, bah non, on lui fait confiance, on repart sur ça, parce que lui en plus n'était pas prêt à négocier. Et tout ça pour ça au final. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'on est un club un peu guignol parce qu'on vend un projet de jeu, on n'a pas de jeu. On vend un projet pour être dans les places européennes, on en est très loin. T'as un Et stade au moins. on a un stade qui n'est pas rempli. Mais il y aura la fête ce Ouais. week-end pour la Coupe Davis. Ouais, c'est ça. On se rattrape comme on peut. Ouais. Moi, j'ai mis 3 mots. Moi, pas comprendre. Sincèrement, je pige pas du tout cette histoire. J'ai pas compris pourquoi il avait été écarté. Vraiment, il y a un flou et aujourd'hui, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Alors peut-être que cette personne sera autour du plateau, mais vraiment, je comprends Elle est pas. ici, cette personne. Peut-être. C'est les agents pour tirer les S'il vous ficelles de plaît. cette histoire ou quoi? Non. Toi, tu ne comprends pas donc le limogeage de Bielsa. Moi, je ne comprends pas tout simplement tout le projet lillois depuis le début. Et je crois que je ne suis pas le seul, puisque la DNCG, l'organisme de contrôle des comptes du football français, les a renvoyés sur leur plate-bande cette semaine en leur disant il nous faut des documents complémentaires. Alors comme ils sont liés au secret lié à leur activité, on n'en sait pas plus, mais je pense que ça sent mauvais. Ça sent mauvais, d'autant plus qu'on risque de perdre encore 10-15 millions supplémentaires avec le départ de Marcelo Bielsa. Donc les comptes sont fragiles et vont être d'autant plus fragilisés. Et ça va d'autant plus loin, ce que tu disais Christophe, au sujet du passage de la DNCG. On sait que ça devait se passer mercredi ou jeudi, que ça a été du coup repoussé officiellement. La raison, c'est parce que le LOSC se sépare de Bielsa, qu'il va y avoir des indemnités et aussi l'éventualité de faire venir 2 joueurs cet hiver, ce qui changera un petit peu le business plan. Il y a quand même une personne à la LFP qui informe de nombreuses rédactions à Paris, qui a dit que la situation financière, je dis bien à mettre de manière hypothétique parce qu'on n'a pas l'information réelle, mais les bruits en tout cas qui courent et qui sortent de la LFP aujourd'hui, c'est de dire que la situation financière du LOSC pourrait être précaire et pourrait pousser notamment les dirigeants nordistes à vendre des joueurs dès cet hiver. Et on imagine que Marcelo Bielsa n'ait pas été très enchanté par rapport à cette éventualité-là. Il y a aussi une réunion entre Marc Ingla avec Luis Campos et Gérard Lopez où, grosso modo, on a lancé un ultimatum à Bielsa sur les changements tactiques qui devaient être opérés vis-à-vis des joueurs de leur entourage, dont on a entendu énormément parler aussi cette semaine. Et cette réunion aurait débouché justement sur l'idée que Marcelo Bielsa devait quitter le club. Il y a un choix très fort, mine de rien, de Gérard Lopez, parce que Gérard Lopez, sa figure de proue, c'était Marcelo Bielsa. Il a affirmé depuis le départ. Il devait faire un choix entre Bielsa et Campos. Il a choisi Campos, qui n'est même pas salarié du club, qui est un de ses conseillers. Et aujourd'hui, les rênes du côté sportif sont données à 100% à Luis Campos. Ouais, je pense que Luis Campos, que je connais bien, qui est un mec bien, qui connaît vraiment le football, mais on savait dès le départ que le duo ne pouvait pas former un binôme cohérent. On savait très bien qu'il y aurait une opposition de style, un problème d'ego, un problème de philosophie, et par voie de conséquence, un problème financier, parce qu'ils ont quand même investi plus de 70 millions d'euros sur l'acquisition de joueurs. Maintenant, ils ont fait un emprunt. Je crois qu'aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde et que les grosses mensualités, les premières mensualités de remboursement arrivent très rapidement et qu'il n'y a pas le moindre fifrelin pour pouvoir rembourser. Il n'y a pas un seul joueur qui a en plus vu grandir sa cote, donc c'est assez compliqué, Manu. Exactement, oui, en effet, et il faut aussi rappeler que je crois que les taux d'intérêt sont absolument énormes sur lesquels Gérard Lopez a emprunté. Il faut que les gens aient se renseigner sur Gérard Lopez, sur ce qu'il a fait avec l'écurie Lotus en Formule 1, qu'il a réussi à vendre par miracle à l'euro symbolique à Renault. Ça prendrait trop de temps d'en parler ici, mais ça donne aussi l'état d'esprit de ce personnage-là. Ça sent pas bon alors. Et il faut quand même dire quelque chose, parce que Marcelo Bielsa est parti et qu'il y a eu une idée reçue autour du cas de Préville durant ces dernières semaines et ces derniers mois, qui montre aussi le fait que ce projet est un petit peu bancal. Encore une fois, j'ai pas recoupé cette information-là, mais il se dit que Nicolas de Préville est parti parce qu'il fallait payer
les contrats cassés, notamment des lofters cet été, et que Bielsa ne voulait pas laisser partir Nicolas Depréville. Ça en dit long sur ce projet qui nous inquiétait déjà l'année dernière lorsqu'on en avait parlé sur ce plateau et qu'on avait évoqué l'arrivée de Gérard Lopez. Allez, rapido, en une touche, on poursuit les news avec les résultats des clubs français en Coupe d'Europe. Fortune diverse pour Paris et Monaco en Ligue des Champions, mais en Europa League, on a déjà 2 qualifiés. La victoire de Nice à domicile avec un doublé de Balotelli face aux Belges de Zulte Waregem, 3-1. La victoire de Lyon 4-0, belle claque face à Limassol avec le retour de Fekir sur le terrain et ça s'est senti. Lyon-Nice qualifié, Marseille devra attendre parce que Marseille, qui était presque éliminé après, il perdait 1-0 à la 82e minute en Turquie contre Konyaspor sur penalty. Expulsion d'Amavi et pour autant égalisation à la dernière seconde. Marseille a son destin entre ses mains avant un dernier match de poule le 7 décembre. En une touche, qu'est-ce que vous avez pensé là, de cette semaine européenne Tom, par exemple, t'as vibré pour Paris, toi? Moi, j'ai vibré pour Paris, mais moi, c'est, comme on va en parler un peu plus tard, évidemment, c'est Monaco, moi qui va perdre 4-1 à domicile, alors qu'ils avaient encore, entre guillemets, un espoir, pas forcément de qualif, mais en tout cas de se remettre. On sait que c'est un parcours hyper compliqué, Monaco, cette saison. Et après la saison extraordinaire, malgré les pertes là, de leurs meilleurs joueurs de cet été, d'imaginer Monaco, qui les a fait vibrer, perdre 4-1 à domicile. Voilà, moi, je sais pas, c'est incompréhensible aujourd'hui, tu vois. Il n'avait jamais pris autant de buts là, en Ligue des Champions. Oui, non, clairement. C'est compliqué. C'est incroyable. Max? S'il faut aller rapidement, moi je vais parler de Pep Genesio qui a réussi encore un coup de génie. Il nous a titularisé Diakaby au milieu de terrain. Aujourd'hui, résultat, Diakaby a mis plus de buts en Coupe d'Europe que Dimitri Payet. Et Diakaby n'a que 20 ans. Il a ouvert le score en effet face à Limassol, Diakaby qui était au milieu de terrain. Christophe, de cette semaine européenne, vous avez suivi, il y avait des joueurs à vous, il y avait des choses à... Oui, il y avait beaucoup de joueurs dans des clubs étrangers qui jouaient cette semaine. Non, en ce qui concerne les clubs français, oui, on peut relever les difficultés de l'AS Monaco. Il ne faut pas avoir de jugement définitif parce que le coach doit être en train de rebâtir. C'est plus compliqué cette année que les années précédentes. Malgré tout, lorsque l'on regarde l'effectif de cette équipe, on se dit qu'il va terminer encore dans les 3. Alors oui, effectivement, c'est pour le moins décevant de les voir s'incliner à domicile. Mais je pense qu'il y a eu aussi un problème mental. Il y a eu une défaillance sur cette rencontre. C'est pas la première fois qu'on voit ça. 3 défaites en 3 matchs à domicile en Ligue des Champions pour Monaco, 2 nuls à l'extérieur. Mais poussé par le public aussi, c'est pour ça. Allez, facile. Oh là, attends. Mais en championnat, tout va bien. En championnat, il n'y a aucun problème. Avant le Monaco-Paris de dimanche, dont on parlera plus tard dans l'émission, Manu. Écoute, moi je trouvais l'OL très intéressant, très dépendant de Nabil Fekir, mais il y a quand même des progrès et je pense qu'il faut le signaler parce qu'on a beaucoup fait de reproches à Bruno Genesio de ne pas faire progresser ses joueurs. Je trouve qu'il y a des choses vraiment de plus en plus intéressantes dans cette équipe et je voulais le dire, ça contraste avec la performance de l'OM que je trouve absolument catastrophique, mais catastrophique. Je veux dire, l'OM, je sais que c'est plus un grand club européen, mais quand tu penses à OM, tu penses à Europe et tu penses à autre chose que ce qu'on a vu face à Konyaspor. Et puis surtout Nice, on n'en a pas parlé, Nice qui est en train un petit peu de rater sa saison en Ligue 1, même si les écarts sont très très faibles encore et réduits, et ça pourrait leur permettre de faire une deuxième partie de saison en tout cas réussie, de bien finir en tout cas cette saison 2017-2018. Mais surtout, j'ai l'impression que Nice peut, pourquoi pas, se créer une petite page dans son histoire européenne qui est très mince. Et si ça peut leur permettre de sauver cette saison, je trouve ça très intéressant. Ouais, j'ai suivi Nice, moi justement hier soir, c'est le match que j'ai suivi avec intention. Et du côté de Nice, ça a mal tourné en championnat sur certains matchs, notamment le dernier match à l'extérieur. Pour autant, on sent qu'il y a vraiment du potentiel. Il y a une équipe, il y a Balotelli qui fait des différences, et il y aura le retour d'ici quelques semaines de Willan Cyprien, qui avait été un acteur majeur de la saison dernière avant de se blesser. Donc je prédis quand même du soleil du côté de Nice, je me mouille pas trop. On poursuit. Paris doit vendre ses bijoux de famille pour rentrer dans les clous du fair play financier. C'est l'instant My Goal. Allez. Paris doit vendre une star, un titulaire ou plutôt un remplaçant, ce serait mieux pour rentrer dans les clous, amadouer l'UEFA et en finir avec ces rumeurs de problèmes avec le fair play financier. Certains parlent de 50 millions d'euros qui devraient rentrer, d'autres de 80 millions d'euros. On a établi quelques choix avec vous. On a établi quelques choix pour cibler 4 joueurs en particulier. Alors à commencer, on va en débattre autour de cette table avec vous dans les commentaires. André Di Maria, qui serait le premier annoncé partant. Pour autant, Unai Emery l'adore. C'est le premier remplaçant du PSG, c'est le 12e homme, celui qui rentre toujours quand l'équipe type est en place. André Di Maria, c'est aussi celui qui a la plus grosse cote. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Est-ce le bon choix? Qui faut-il vendre? Est-ce le bon choix, André Di Maria?
Vas-y, Manu. Excuse-moi, juste il faut préciser quelque chose, c'est qu'on rappelle bien que cet équilibre doit être retrouvé, peut être retrouvé à l'issue de cette saison. Ouais. C'est-à-dire que tu n'es C'est pas au 30 non juin. plus 30 juin. au 30 juin, tout à fait. Tu n'es pas obligé non plus de vendre tout de suite. On sait que, et Christophe le dit très bien dans le bouquin, que le marché hivernal, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. C'est plus un marché de réajustement. Est-ce que tu peux vraiment faire de plus-value à ce moment-là pour le Paris Saint-Germain? Je ne suis pas sûr. Moi, j'attendrais, en tout cas pour certains cas, je pense à Pastore, Draxler et Di Maria, j'attendrai peut-être la fin de Et cette alors, saison on va demander pour on va espérer prendre une meilleure témoin Christophe. Mhm. Est-ce que c'est facile quand tout le monde sait qu'on doit vendre, en de plus. vendre avant le 30 juin en fin de saison? Que faut-il faire dans ces cas-là? Il ne faut pas vendre. Du tout. Surtout quand on a la surface financière du Paris Saint-Germain. Après, si moi je suis à la tête du PSG, je me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux pas que je garde tous mes joueurs et que j'essaye de gagner la Ligue des Champions? Parce qu'on sait tous que les répercussions financières sont énormes si tu vas jusqu'au bout. Et donc le manque à gagner, Il sera là. il sera là. Mm. Et plus la vente, puisque effectivement les comptes, les bilans comptables se bouclent en date du 30 juin, ils ont jusqu'au 30 juin pour vendre. Là, Après une victoire en Ligue des Champions, ça se monnaiera facilement en plus. exactement. Moi je serais même pas étonné, puisqu'on a vu la déclaration du président de l'UEFA hier, Séraphin. Oui, pardon, ouais. Qui, comment dirais-je, qui disait on n'a pas de problème avec Paris et Paris peut même recruter cet hiver. On Donc verra à la fin. voilà, c'est différent. Hein. Ils sont plus dans l'obligation. Bien sûr. Et surtout d'un côté sportif, et là je te rejoins totalement, se séparer d'André Di Maria, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce qu'il a un profil totalement différent des autres, du trio offensif, la MCN. On a remarqué que le vrai problème du PSG, au final, c'était son numéro 6. Thiago Motta a été blessé, il était un peu en sous-performance aussi. Il a réussi à trouver une alternative, Emery, en allant mettre Draxler. Et c'était pas facile du tout parce que Draxler faisait partie d'un des concurrents directs de la MCN. Aujourd'hui, il fait partie intégrante du 11 titulaire et très important dans le jeu. Di Maria, quand il entre en jeu, même si c'est toujours pas exceptionnel, il apporte une vraie différence. Ça peut être sur les coups de pied arrêtés, surtout dans le sens de la passe, et on l'a vu sur les matchs où il a été titulaire. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il va falloir attendre. Évidemment qu'on parle des droits télé sur la Ligue des Champions, mais la répercussion mondiale, si tu gagnes la Ligue des Champions, si tu fais un grand parcours avec Neymar et tout, avec les maillots, avec le merch mondial, ça peut être très intéressant pour le PSG. Donc, il faut être évidemment patient. Moi, je vais te dire un truc. Angel Di Maria a des qualités indéniables. J'attends toujours ce grand match. Alors évidemment, vous me direz PSG-Barça l'année dernière, le match aller. Mais Angel Di Maria nous a déçus, nous les supporters. On attendait beaucoup plus. Il est venu pour très cher. On le voulait depuis longtemps. Et j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment sa place dans un effectif qui est pléthorique aujourd'hui. T'as les trois devant, j'entends. Mais quitte à avoir des remplaçants, en tant que ce soit des mecs à potentiel. Alors évidemment, on peut penser à Lucas. Ça doit être le suivant. Mais Di Maria aujourd'hui, quand il joue, j'ai pas l'impression qu'il soit en pleine possession de ses moyens, en tout cas mentaux et psychologiques. Donc, Il y a quelque chose que là on se dit faut attendre de gagner, sauf qu'il y a certains joueurs, Kevin Trapp, on va les afficher, Javier Pastore, qui veulent jouer à la Coupe du Monde. Et ça, c'est peut-être eux aussi qui vont mettre un ultimatum au Paris Saint-Germain en leur disant bon, nous on veut y aller. Après on peut toujours dire non, mais bon, s'ils Non, font mais si eux ils veulent partir, ils peuvent partir. Je pense que ça ne changera pas fondamentalement le visage et le potentiel du Paris Saint-Germain. Même si Pastore, on adore tous, parce que celui qui aime le football est obligé d'adorer Javier Pastore. Maintenant, quand on regarde ses statistiques depuis son arrivée en France, elles sont... Ça fait 1 an et demi, là, moi j'avais justement regardé parce que ça fait énormément de débats sur les réseaux sociaux. Ça fait en fait 1 an et demi qu'il joue 20 matchs par saison. Alors qu'avant, il avait des saisons à 40 matchs et il était performant. Il a même été cité dans les meilleurs joueurs de Ligue 1. Donc Pastore, là, en effet, à peu près depuis la naissance de sa fille, sa concorde, il est en effet en dessous. Là, il espère lui revenir, mais bon, c'est trop récent pour pouvoir juger. Manu. Moi, j'aurais une question à poser à Christophe. Tu serais l'agent de Pastore. Est-ce que quelque part, tu ne penserais pas à le changer d'environnement? On a vu dans d'autres sports, tiens, on va citer le rugby, on n'en parle jamais en bien, mais on va le faire aujourd'hui. Un garçon comme Johnny Wilkinson, qui à l'époque où il jouait au club de Newcastle en Angleterre, était tout le temps blessé, a eu les pires blessures du monde, et il a raconté il y a quelques années que son transfert du côté de Toulon, dans une autre région où il fait bon vivre, où il y a du soleil, où il y a une vraie qualité de vie, lui a permis justement d'avoir une approche totalement différente, et du coup de ne plus connaître les blessures qu'il avait connues par le passé. Si tu étais l'agent de Pastore, est-ce que tu ne dirais pas, bon écoute, va chercher peut-être un endroit où tu te sentiras mieux peut-être? Ah mais complètement, puis je crois que Pastore a envie de partir et de repartir en Italie. C'est un secret de Polichinelle. Il le dit à demi-mot. Il est italien. Il est italien, il a grandi d'ailleurs à Palerme. Donc
Il veut partir. Je pense qu'il faut, si réellement le club du PSG arrive à le vendre à un prix décent, faut le laisser partir. Quitte à prendre après un vrai 6 qui te manque dans l'effectif, dans ton équilibre d'effectif. Par rapport au rôle d'agent, justement, il y a une question. Pastore, il a justement fait appel là, chez lui, nutritionniste, préparateur spécial, qui l'accompagne. Est-ce que ça, c'est le rôle du club ou c'est l'agent qui s'occupe de tout ça? Comment ça se passe généralement, les tractations ou les idées Généralement, quand tu es dans un grand club, le club va s'en occuper. L'agent va être derrière pour vérifier tout ce qui se fait, avec qui il travaille, parce qu'il il ne s'agit pas non plus de travailler avec n'importe qui, parce que là aussi, l'équilibre... C'est facile de tomber avec une mauvaise personne. Exactement. Donc, il faut être très, très prudent. Après, si le club ne s'en occupe pas ou n'est pas sensibilisé à ce type de problème, oui, c'est à l'agent de trouver les solutions, oui. Après, il y a autre chose, juste pour revenir à cette question de mercato parisien, il y a aussi le blues de certains joueurs. On sait qu'il y a certains joueurs qui sont un petit peu déprimés par leur situation au sein du vestiaire. Est-ce que ça peut pas poser quelques problèmes dans la gestion du groupe pour Unai Emery? Je veux dire, il y a énormément de joueurs en concurrence. Tu penses à qui, en fait? Parce que ça, c'est... En fait. À Pastore, mais tu peux même te dire Lucas aussi, quelque part. Tu vois, Lucas qui fait tout là pour justement avoir un passeport français, pour que, entre guillemets, la question des places extra-communautaires ne lui soit pas... ne soit pas allé le fusible parfait entre guillemets pour le laisser partir. Di Maria, je l'ai vu il y a quelques semaines faire un petit peu la tête après avoir marqué un but parce que sans doute pas très content de son statut et de son temps de jeu au sein du Paris Saint-Germain. Quand on prend le nombre de joueurs, Lo Celso, Nkunku, Pastore, maintenant Draxler qui peut jouer dans ce milieu à 3, même Di Maria pourrait y jouer même s'il ne veut pas y jouer. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a embouteillage en tout cas dans ce secteur-là. Est-ce que ça pourrait pas jouer contre aussi le Paris Saint-Germain d'avoir quelques joueurs qui tirent un peu la tronche parce que tu peux pas être dans l'émulation quand il y a trop de joueurs et quand il y a embouteillage. C'est des grands clubs. Au bout d'un moment, le management du PSG, ça doit être on a beaucoup de bons joueurs, vous allez tous avoir du temps de jeu, il faut arriver à faire ce turnover et puis surtout, si vous voulez gagner, c'est ici que ça se passe. Pastore, c'est quand même le symbole du début qatari, les 40 millions, son gros début de carrière au PSG, puis ensuite ses blessures et tout ça. Et ce gars-là doit rester. Lucas, c'est différent, à la rigueur. Di Maria encore plus, mais Pastore, c'est notre symbole, c'est le symbole des fans. C'est la coqueluche. Là, il est rentré encore cette semaine. Mais oui, quand il rentre, tout le monde est fou. Il faut que ce gars-là. En fait, le PSG se doit de faire jouer ce gars-là, même si c'est 30 matchs par saison. Okay, et pas dans les gros matchs. Mais moi, là, tu vois, je peux pas entendre parce que là, il y a vraiment la caution de supporter qui entre en jeu. Bien sûr. Et toi, tu me dis, André Di Maria, on attend toujours qu'il soit bon. J'ai envie de te dire, mais Javier Pastore, c'est 15 fois pire qu'André Di Maria. Pas du tout. Pas du tout. Alors là, je suis pas d'accord. Si tu prends l'ensemble de l'arrivée de Pastore, il a été bon, il a été excellent une saison. Pas du tout, c'est faux. Il a été excellent. Il était bon. 2 saisons de suite, il est nommé dans les meilleurs joueurs du championnat. Il a fait gagner Paris. Ça, c'est du court-termisme de se servir des 1 an et demi, en effet, où il a été blessé. Recruter 42 millions d'euros, pour moi, c'est un joueur déjà qui. Parce que c'était le. Mais il a été recruté moins cher que Di Maria. Il a été recruté, mais dans une autre période, c'était le joueur le plus cher de l'histoire du championnat pendant un moment. Il n'était pas du tout au niveau de son prix. Je suis désolé. Et là, on veut le garder parce qu'il est là, il est à l'origine de l'ère qatari. Mais à un moment, j'ai envie de dire stop. Le mec n'est pas assez performant. Si tu joues 20 matchs par saison, tu peux pas dire je le garde parce que je l'aime bien. 20 matchs par saison, on est d'accord, dans l'état actuel des choses. Maintenant, si ce joueur est régulier, qui continue de faire jouer les autres, il brille au Parc des Princes parce qu'en plus, il y a une magie différente avec ce joueur. Di Maria perd un ballon sur 2. Di Maria n'est pas du tout... il rend fou, voilà, comme le dit. Après c'est des avis. Après Lucas aussi. Bon, on a quand même fait le tour de cette question. Faites vos choix juste. Là, pour le mercato hivernal, est-ce que vous voyez un joueur partir? Ou pas du tout? Christophe a plutôt dit non. Est-ce que Manu, Max... Tom, vous avez un joueur là où vous dites celui-là il faut le laisser partir quand même? Pour moi, le premier qui va partir, ce sera Lucas. Lucas qui vient d'être papa, Lucas qui attendait, ça c'était important pour lui. Là aujourd'hui, il est prêt à partir et c'est tout à fait le genre de joueur qui, dès qu'il va partir, il va être performant ailleurs. Je sais pas, tu vois, on le sent comme ça. Il a beaucoup de qualités d'abord physiques dans le dribble et tout ça. Son QI foot est... Bon, voilà. Mais je suis persuadé que dans un autre grand club, je sais pas, United ou quelque chose comme ça, il pourrait surperformer très rapidement. Oh, mais la fin, on l'avait oublié, lui. Mais la fin, non, mais oui. Non, mais attends. Là, la valeur, elle est faible pour le fair play financier. Oh, je crois que c'est le PSG qui paye pour c'est clair. Moi, je suis assez d'accord avec Tom. Je pense que alors on sait que Lucas, il est assez copain avec Neymar. Je sais pas si ça changera quelque chose pour son cas. Mais on sait qu'il a une bonne cote en Italie. Il pourrait avoir une bonne cote aussi en Angleterre. Ça peut être l'occasion de récupérer un petit peu d'argent. Voilà. Et puis surtout, je sais pas ce qu'il peut apporter là très clairement dans l'effectif parisien par rapport à la qualité qu'il y a déjà
déjà sur le terrain. Moi, il faudrait qu'on prête un garçon qui s'appelle Christopher Nkunku, qui je trouve assez intéressant. Et il faut vraiment qu'il aille chercher du temps de jeu et qu'il arrête de regarder les autres jouer. Je trouve que là, il est en train de perdre du temps, Christopher Nkunku. Ça sera intéressant de le voir ailleurs. Et en effet, après, tu regardes l'été, il va y avoir une Coupe du Monde. On sait qu'une sélection en Coupe du Monde, ou en tout cas en équipe nationale, peut permettre aussi de faire gonfler les tarifs et le prix d'un joueur. Donc, attendons un petit peu. N'oubliez pas, messieurs, que pour l'instant, Paris n'est pas rentré en Coupe de la Ligue et n'est pas rentré encore en Coupe de France. Donc vous allez avoir, à partir de début janvier, un nombre de matchs hallucinatoire. Et là, donc il faut du monde. Aussi, là, ils enchaînent là, tous les 3 jours jusqu'à fin décembre. Là. Donc il va falloir du monde. Ils sont pas à l'abri. Il y a eu peu de blessures finalement quand même. Non, donc on va voir ça. On enchaîne les amis parce qu'on se pose la question avec Christophe Hutto aujourd'hui et son livre Secret d'agents qui vient de sortir. Tous pourris. Les agents sont-ils pires que les journalistes par exemple dans leur image? Oh là là, ça fait débat. Bref, on a un agent ici avec nous. Donc on va en parler tout de suite dans la récréation. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Christophe Hutto est ex-journaliste, agent joueur. Il a toutes les pires casquettes autour de lui, mais il va s'en expliquer aujourd'hui. Ah, c'est dur. Les plus belles, pardon, les plus belles. En effet, il est dans le monde du foot. Alors, tout le monde en rêve. Et ben lui, il y est et il a les mains dedans complètement. Première question, puisque on a fait un sujet volontairement polémique. Est-ce que le foot, c'était mieux avant votre époque où vous étiez journaliste, au contact des grands présidents à la Claude Bèze, de Chabandelmas, de vos années bordelaises? Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, vous êtes depuis longtemps dans les Landes. Oui, dans la région bordelaise. Bon, alors, pour répondre à votre question, je vais faire très simple. C'était humainement bien mieux avant, mais financièrement, c'est bien mieux maintenant. Oh la moustache. C'était mieux avant. Avec ce grand homme, Jacques Chabandelmas. Oui. Alors racontez-nous justement comment ça s'était passé, vous, cette période avec eux dans les années 80, début 90, le contact avec ces grands monsieur du foot. Vous étiez journaliste, quel était le rapport entre... Alors j'étais journaliste effectivement, correspondant pour RTL et pour le journal L'Équipe et France Football à Bordeaux. Et à l'époque, il faut resituer pour les plus jeunes d'entre nous, Bordeaux était le club phare des années 80. Bordeaux venait d'être sacré champion de France depuis je ne sais combien de fois, avait gagné la Coupe de France, avait fait un super parcours dans l'ancienne Ligue des Champions, la Coupe des clubs champions, puisqu'ils avaient été demi-finalistes notamment. Et donc bon, Bordeaux, c'était le club. Et arrive à Marseille Bernard Tapie. Et Claude Bèze s'est senti plus ou moins mis en danger par l'arrivée de Bernard Tapie. Bernard Tapie, qui est quelqu'un de malin, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça serait même un pléonasme lorsque l'on dit Tapie malin. Mais les deux hommes sont vite rentrés en confrontation. Et moi, j'étais au milieu en tant que journaliste. Et j'ai été donc effectivement amené à divulguer des informations qui ont fait que le club et ses dirigeants, les dirigeants du club bordelais, se sont retrouvés inculpés. À l'époque, on ne disait pas mis en examen, mais inculpés. Et ils ont été condamnés pour faux, pour recel d'abus de biens sociaux. Vous avez précipité la perte de Girondins de Bordeaux. Oui. C'est pas facile à porter sur les épaules. Non, pendant très longtemps, on m'en a voulu à Bordeaux. Pendant très très longtemps. Franchement. Et vous avez parlé de Bernard Tapie. Dans ce livre, là, j'ai noté que vous avez dit « J'ai rencontré de très nombreuses personnes dans ma vie professionnelle. Bernard Tapie est celui qui m'a fait la plus forte impression. C'était un ensorceleur notoire et patenté dont je buvais les paroles. » Ah, complètement. Ça veut dire quoi, en fait? T'étais en fascination, t'étais en admiration devant ce garçon. Il avait une force de persuasion extraordinaire. En plus, il était à la tête de l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas qu'on le présentait comme le futur président de la République. Ouais, complètement. C'est vrai. Donc c'était un personnage, on ne peut plus incontournable du football, disons de la vie d'ailleurs, de la vie tout simplement médiatique, politique, économique, parce qu'il avait repris de combien de sociétés, et des sociétés très prestigieuses. Donc tout le monde se réveille. Il avait même son émission sur TF1 qui s'appelait Ambition, souvenez-vous. Bon, les plus jeunes d'entre nous vont pas s'en souvenir, mais c'était le héros des Français pendant de très nombreuses années. Cette période, vous avez rencontré Tapie, où vous buviez les paroles de Tapie. Vous avez une petite anecdote où justement vous vous êtes dit « Ah ouais, ce mec, il en impose ». La première fois où je me suis retrouvé sur le Phocéa,
Ça doit faire quelque chose. Ouais, c'était quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, il y avait ce jour-là son porte-sacoche Jean-Pierre Bernès, pour lesquels je n'éprouve aucune sympathie, vous allez le noter. C'est dans le livre aussi. Hein. C'est dans le livre, exactement. Donc ouais, non, là on s'était retrouvés. Puis non, j'ai une anecdote extraordinaire. Je suis invité un soir dans une émission de Christine O'Krent, qui était la présentatrice du 20h. Ouais. Là aussi, pardonnez-moi hein, pour les plus jeunes d'entre nous, mais c'était une star, hein, Christine O'Krent. Et donc, il y avait une émission consacrée sur les scandales dans le football, et Bernard Tapie, qui était invité, moi aussi, sur le plateau. Et donc, avant l'émission, on se retrouve dans les loges, et là, j'entends crier. Je reconnais la voix de Bernard Tapie. Il venait de mettre une gifle à un journaliste dont je tairai le nom. Un début d'échauffourée, mais comme il était ministre à l'époque, il avait ses gardes du corps, donc personne ne pouvait bouger. Moi, je me suis dit, ça y est, on est parti dans une galère pas possible. Et Bernard Tapie, au bout de 5 minutes dans l'émission, en direct, puisqu'elle s'appelait d'ailleurs Direct, commence à dire, mais prenez exemple sur ce jeune Uto, là, ce jeune journaliste. Voilà, lui, il fait du journalisme. Là, j'étais... Malaise TV. Ah non, pas du tout, en plus. Très honnêtement, j'étais pas mal à l'aise. J'étais fier, tu peux pas imaginer. Complètement. Et justement, en t'écoutant parler de cette période-là, Christophe, on sait que tu l'as vécu donc en tant que journaliste et en tant qu'agent. Est-ce que t'es... Alors, c'est paradoxal ce que je veux dire. L'époque était sans doute très scandaleuse, mais est-ce que t'es pas un petit peu nostalgique de ces rapports avec ces personnages-là par rapport au rapport que tu peux avoir avec d'autres personnages aujourd'hui, des gens qui sont un petit peu plus technocrates sur les bords et moins bonhomme, moins personnages charismatiques? Oui, maintenant je fais la part des choses. Question de génération. Je pense qu'aujourd'hui je suis mieux armé à 50 ans pour affronter ces dirigeants, intellectuellement parlant, que je ne l'étais quand j'en avais 20. Bon, c'est une logique, mais oui, pour répondre à ta question, ah ouais, tu revis pas aujourd'hui, il y a plus... Le dernier des Mohicans, c'était Laurent Nicolin. Il est plus là, malheureusement. Donc, Louis Nicolin. Donc, ouais, les tapis, les baises, c'était des moments extraordinaires. Alors justement, vous étiez journaliste, vous êtes devenu agent, et vous expliquez dans ce livre que le métier de journaliste a énormément changé, parce que, par exemple, dans les années 90, on y reste... pour montrer l'importance des journalistes, le président de Bordeaux, Alain Flelou, vous demande l'autorisation pour faire venir Roland Courbis en tant qu'entraîneur. Ouais. Ça, on ne se dit pas qu'aujourd'hui, en 2017, un président va demander à un journaliste à ton avis, je fais venir qui à Lille? Alors, je remets les choses dans le contexte. À l'époque, on sort de l'affaire Bèze, de l'affaire Girondin de Bordeaux. Énorme scandale du football français, avec un trou de plus de 200 et quelques millions de francs. C'était énorme, énormissime, avec une personnalité, Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, maire de Bordeaux depuis 40 ans. Donc bon, j'étais devenu quelqu'un de très important dans la cité. J'étais réellement... j'avais 20 et quelques années, mais j'avais l'impression que j'étais devenu le bon Dieu. D'ailleurs, ça a été très difficile pour moi parce que... C'est jeune là quand même. Ouais, j'étais très jeune et en d'autres termes, tu prends vite le citron. Il a fallu que je redescende ensuite un petit peu sur terre, mais et puis les épreuves de la vie font que très rapidement, de toute façon, elles se chargent la vie de te remettre dans la bonne direction. Mais oui, à l'époque, j'écrivais dans l'équipe, j'étais sur RTL, première radio de France. À l'époque, il y avait quoi? Il y avait 10 stations importantes. Et effectivement, Afflelou voulait prendre Alain Afflelou voulait prendre Roland Courbis comme entraîneur, et Roland sortait d'une période pour le moins difficile judiciaire avec Toulon, où il a été condamné pour une histoire de caisse noire. Je suis désolé, mais non, le football, c'est pas que ça. Hein. Il y a des gens sérieux. Et donc oui, Alain, un jour, m'appelle et me dit écoutez Christophe, est-ce que vous pourriez rencontrer quelqu'un que j'ai envie de faire venir comme entraîneur? Je dis oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Il dit non, mais il vous appelle de ma part et vous voyez ça avec lui. Ok, pas de souci. 2 minutes après, ouais, je le savais déjà. Parce que la nuit, pendant ses déplacements, on jouait aux cartes, au poker et à la belote coinchée. Donc, on avait gardé là aussi, ce sont des moments que l'on vivrait plus maintenant. Et donc, Roland Courbis m'appelle et Christophe,
Tu me reconnais? Non. Roland Courbis. Ouais. Bon, tu fais quoi ce week-end? Bah rien. Bon, écoute, tu descends à Monaco, la comtesse, elle t'a réservé, tu viens avec ta femme, elle t'a réservé à l'hôtel de Paris. L'hôtel de Paris, c'est le plus beau palace de Monaco. La comtesse qui était la femme de Roland Courbis. De Roland Courbis, complètement. Et la comtesse Liu Barizzoli, c'est l'une des plus grosses fortunes d'Italie. C'est le groupe La Gazzetta dello Sport et je ne sais combien de médias. C'est un peu l'équivalent du groupe Lagardère aujourd'hui en France. Et donc, j'y vais avec mon époux. J'ai dit, écoute, on va y aller, on va passer un bon moment. De toute façon, ça n'engage en rien. On arrive donc à l'hôtel de Paris. Il y a le chauffeur qui était venu nous chercher à l'aéroport à Nice. Truc de fou. Et le chauffeur nous amène à l'hôtel. Et c'était milieu d'après-midi. Avec mon épouse, on monte dans la chambre. Et puis, on avait faim, on n'avait pas mangé. Elle me dit, on va se faire une salade, un room service. Je dis, ouais, avec plaisir. Et on regarde. Putain, je regarde. Oh, 80 € le plat. J'ai dit, attends, si c'est moi qui paye, on va prendre une salade, chérie. Hein. Elle me dit, écoute, t'exagères quand même, tu gagnes bien ta vie. On va se faire quand même quelque chose qui tienne la route. Je dis, ok. Et donc le soir, à l'apéro, Roland arrive, grand numéro de charme avec la comtesse. Et là, il me dit, ouais, hein, il m'explique, il me dit, ouais, tu comprends, moi je veux reprendre Bordeaux, Afflelou veut que ce soit moi, mais si c'est pour que tu nous casses les couilles à longueur de journée dans tes médias, c'est pas la peine. Je dis, mais qu'est-ce que t'attends de moi? Il me dit rien, que tu me fasses pas chier. Et je dis, ouais, mais moi, faut pas m'accorder plus d'importance que j'en ai quand même. Il dit, si, Christophe. Il dit, si tu dis non à Alain, je sais que je viendrai pas. C'est énorme. Et j'ai dit, écoute, moi, Roland, moi, j'ai rien contre toi. Je te connais pas. Et j'ai pas à juger, je suis pas un censeur. Il me dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Il prend son téléphone, il appelle Alain. Et Alain, je te passe Christophe, il est ok. Ah, Christophe, alors, c'est bon, il n'y a pas de problème, si je le prends... Je dis, non, mais Alain, moi, je ne veux pas juger quelqu'un. Je suis qui pour juger quelqu'un? C'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour faire du journalisme. Et voilà, est née une histoire d'amitié extraordinaire, parce que Alain Afflelou, il m'est arrivé de coucher régulièrement chez lui, à son domicile, quand il habitait encore en France. C'était ça, le football. C'était des moments exceptionnels. Aujourd'hui. Est-ce que ça n'existe pas encore, Christophe? Non. Non, mais au moins sur un aspect, c'est-à-dire que, je veux dire, il y a des journalistes autour de cette table. Qui peut dire que jamais aucun agent ne l'a appelé pour avoir des renseignements, pour avoir un numéro de téléphone, pour aller appeler un autre joueur, qu'aucun président de club n'a demandé son avis en off sur tel ou tel joueur, sur sa vie en dehors des terrains, etc. etc. Ça existe encore, tout oui, ça existe, tu as raison, mais il n'y a plus cette convivialité, il n'y a plus ces moments, oui, ça, c'est sûr, ça, c'est vrai. Ouais. Ces histoires d'hommes, c'était très fort. Et quand vous avez placé, là en tant qu'agent, entre guillemets, placé Elie Bopp à la tête de l'OM, qui cherche un entraîneur, là il y a une histoire d'homme ou c'est d'argent? C'est différent. Vincent Labrune, bon, moi j'avais une excellente image à l'OM, puisque bon, j'avais fait venir Mathieu Valbuena pour 80 000 €. Vous racontez tout dans le livre, mais vous avez eu des relations tumultueuses avec l'OM. Il y a eu des hauts débats. À la fin, mais pendant 8 ans, ça s'est super bien passé. J'ai fait 4-5 dossiers. Bon, tout le monde aujourd'hui dit, oui, Uto, c'était le passage obligé, l'ami intime d'Anigo et tout. Mais absolument pas. J'ai fait 4 ou 5 dossiers dans ma vie à l'OM, sur 10 ans. Et quand on sait qu'à l'OM, il y a à minima 12 à 15 transferts par an, que pendant 10 ans, vous multipliez, ça fait 120 à 150, et j'en ai fait 4 ou 5, je veux dire, il faut replacer les choses dans leur contexte. Et moi, j'ai fait en plus, comme je suis très intelligent, ou le plus grand abruti de la Terre, j'ai fait des opérations extraordinaires. Là, je me suis super gavé pour les rétrocommissions. 80 000 € pour Valbuena et 200 000 € pour Caboret. On imagine. Alors, je veux dire, il y a un moment donné, faut rester sérieux. C'est pour ça que... Mais là, vous dites aussi dans votre livre, par rapport à ça, qu'il n'y a jamais d'argent liquide, en tout cas avec vous, etc. Mais on ne peut pas y croire. Dans le foot, il y a des mallettes dans les jardins, etc. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Alors, je dis pas qu'avant 2004, période où je suis devenu agent, il n'y en a pas eu. Ça fait pas si longtemps. Aujourd'hui, c'est dur. C'est plus dur.
c'est impossible. Ah ouais. Sur la France, c'est totalement Tant mieux. impossible. Non, mais tant mieux, on est rassuré. Ouais, Mais ouais. c'est vrai qu'on se dit. Il bon, n'y a pas des transactions, Christophe, juste il n'y a pas des transactions, notamment on parle de l'OM, alors c'est très compliqué de parler des affaires à l'OM parce qu'il y a une instruction qui est en cours, mais il y a des alors, vraiment parole du café du commerce, hein, je prends toutes les pincettes, etc. Il y a quelques montants de transferts qui font un petit peu sourire. Je pense à celui d'Alou Diarra, qui avait été voilà, énormément de fantasmes étaient sortis dans le milieu du foot au C'était moment quoi, où raconte il y a Alou Diarra qui quitte l'OM pour 2,5 millions d'euros à l'époque, alors qu'il est international, je crois, en équipe de France et qu'il est toujours appelé à cette Qui période-là. était son agent à l'époque? Je sais plus. Là, tu me poses une vraie colle. Jean-Pierre Bernès. Ah oui. Tout est dans le livre. Donc il y a des choses un peu louches quand même. Juste pour revenir parce que je vois dans la question de Thibaut, je vois à peu près ce qu'il veut, ce qu'il veut poser comme question et je vais essayer de la reformuler. C'est un peu la question de ce débat. Les agents sont-ils tous pourris? Quelque part, tu y réponds dans ton livre en disant entre guillemets, aujourd'hui tout le monde peut devenir agent, mais qu'il y en a de moins en moins qui travaillent bien. L'exemple des écoles, il y a paraît-il des gens qui font des écoles pour devenir agent. Alors là, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez abusé. C'est pire encore que l'école de journalisme, je pense. Il y a l'exemple de certains joueurs qui se sont entourés d'agents. On pensait à Thauvin, je crois qu'il y avait la personne qui le représentait était, je crois, Boucher à Barbès. Je crois. Je dis pas de bêtises, hein, je crois quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Voilà, quelque chose comme ça. Qui a des multinationales aussi aujourd'hui autour des joueurs et qui a le cas des intermédiaires. Et ça, le cas des intermédiaires, faut en parler parce qu'il y a le cas Labrune dont tu parles dans ce livre et dont on a beaucoup parlé notamment cette semaine. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre plus de règles entre guillemets dans ce marché? Garde ta réponse. Je cite en même temps votre déclaration sur Vincent Labrune. J'ai eu la faiblesse de croire que Vincent Labrune était un ami. Il s'agit de l'une des mes plus fortes déceptions professionnelles. Voilà, réponse en même temps et on a le verbatim en même temps. Oui, une de mes plus fortes déceptions professionnelles et humaines également. C'est un manipulateur patenté. Donc aujourd'hui, tout le monde en prend conscience. J'ai été peut-être le premier à avoir le courage de l'écrire dans mon livre. J'ai eu d'ailleurs un certain nombre de conversations avec des présidents, donc des anciens collègues à lui, des SMS que j'ai conservés bien évidemment très précieusement, où on me félicite parce que on me dit Christophe, tu écris et tu dis ce que nous on pense mais qu'on ne peut pas dire. Parce qu'on est dans un milieu où le football, les instances, c'est compliqué tout ça. C'est pas, je veux dire, c'est pas si simple. C'est des jeux de pouvoir, ce sont des pressions, ce sont des intérêts aussi pour les hommes. Donc bon, il y a des choses qui peuvent être dites. Vous Il y en a pouvez d'autres. parler parce que vous êtes installé maintenant. Enfin, T'es vous avez été installé. menacé aussi, hein. Suite à la sortie du bouquin, non? Oui, j'ai reçu quelques intimidations, Ouais, disons. des petites intimidations. Mais bon, là aussi, j'ai été très clair. Quand j'ai commencé la promo du bouquin, j'ai dit la première menace sérieuse, je vais porter plainte. Donc, je pense que ça en a refroidi beaucoup. Et puis, à la lecture de mon livre, ils se sont aperçus que j'étais quelqu'un qui n'avait pas peur, qui était relativement courageux. J'ai pas pas toutes les qualités, mais j'ai pas non plus tous les défauts de la terre. Et je sais ce que parler veut dire, je sais ce qu'écrire veut dire. Et donc, pour revenir à ce que vous me disiez sur Labrune, le problème de Labrune aujourd'hui, c'est qu'il y a une confusion des genres. Moi, dans mon livre, je l'allume d'un point de vue humain parce que pour moi, il s'est très mal comporté. Et la fin de l'instruction, et je pense le procès, le renvoi devant le tribunal correctionnel dans l'affaire de ces transferts présumés frauduleux à l'Olympique de Marseille, on aura l'occasion, les gens auront l'occasion de découvrir beaucoup de choses. Et certains vont tomber de leur arbre. Mais je peux pas en parler parce que lors de ma garde à vue pendant 3 jours, j'ai pas été mis en examen, j'ai pas été placé sous le statut de témoin assisté, contrairement à Vincent Labrune et contrairement à beaucoup d'autres acteurs dans ce dossier. Mais il est normal, et les enquêteurs m'ont demandé d'être discret sur les fameuses écoutes téléphoniques que j'ai pu lire, dont j'ai pu prendre connaissance et tout. Mais voilà, il y a une confusion des genres. Après, bon, moi je suis content parce que Vincent Labrune, mon ami intime,
tellement bien sa vie qu'il travaille pour les autres gratuitement. Bah, paraît-il, ouais. Ouais, donc c'est bien. Tu peux rappeler la situation? On rappelle la oui. situation, il y a eu un dossier, mais je pense qu'il découle d'ailleurs de ce que vous dites un petit peu dans le livre. Complètement. À mon avis, je pense que ça découle de ce qui est dit dans ce livre-là. Grosso modo, un dossier dans l'équipe cette semaine, écrit par Guillaume Dufy, il me semble, Oui. qui explique en fait le nouveau rôle, la nouvelle vie de Vincent Labrune, qui en fait fait du consulting, on va dire ça ainsi, pour de nombreux clubs en Ligue 1, Saint-Etienne, Amiens, je crois qu'il y a un petit peu de Rennes aussi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et alors, la question qui autour de tout ça, c'est est-ce que Vincent Labrune gagne de l'argent autour de ça? Et la réponse de Vincent Labrune, c'est de dire qu'il fait ça par amitié, par passion aussi, pour le football. Ce qui peut aussi révéler une autre chose, c'est-à-dire si un garçon comme Vincent Labrune, qui on le rappelle est producteur en cinéma et en télévision, et qui a passé 5 ans dans le milieu du football en étant aux affaires et aux manettes, si c'est lui qui conseille tout le football français, dans quel état est le football français quelque part? C'est quand même assez grave. Et ça vient à une autre question que je voulais te poser, c'est que on parle beaucoup des agents qui ne sont pas compétents. On parle beaucoup moins des présidents de clubs qui parfois s'achètent des clubs et en font des joujoux. Et on réussit souvent dans le milieu des affaires, mais réussir dans le football, c'est beaucoup plus difficile. Il y a aussi énormément, j'imagine, d'incompétents parmi les présidents. Oui, le football rend fou. Le football rend fou. Bien évidemment, je ne citerai pas de nom parce que je pense que ces présidents ont au moins une qualité, c'est que ce sont des gens qui ont réussi. Certains étaient à la tête de véritables fortunes, d'empires. Souvenez-vous de Jean-Luc Lagardère. Ouais, complètement. C'est quand même hallucinant. Ce garçon, c'était un exemple pour et la famille Lagardère doit rester aussi aujourd'hui un exemple pour tous les entrepreneurs que nous sommes, à des degrés divers et variés. Mais bon, il s'est planté royalement avec le Racing. Alain Flelou, bon, lui, il a pris beaucoup de plaisir, mais au bout d'un moment, il est parti parce qu'il s'est dit, je vais partir en brioche. Bon, Bernard Tapie, on sait où ça l'a malheureusement mené. Et des exemples comme cela, on pourrait en avoir beaucoup. Et dans ce livre-là, on avance un petit peu. Dans votre métier d'agent, vous parlez vraiment de relations humaines, de conseils. Maintenant, vous avez vécu avec votre temps aussi, vous êtes entouré notamment de votre fils pour gérer les réseaux sociaux de vos joueurs, etc. Pour autant, on a une question qui nous est venue en discutant de tout ça ensemble hier, c'est le métier d'agent. Vous avez l'impression de bosser pour les joueurs, mais est-ce que c'est pas aussi parfois en se moquant des clubs? Parce que quand on prend vos exemples, j'y vais volontairement un peu fort, de Jean Koskas à Nice, de Semak à Paris ou d'Ananko le russe à Ajaccio, vous vous doutiez pas que ça réussirait pas? Christophe, Jean Koskas, là, il est dur. Là, je suis désolé. Là, vous Mais avez lui, fait là, exprès, là. C'était pour plomber Nice. Ce joueur ne pouvait pas réussir à Nice. il est dur. lui. Vous pensiez vraiment ou c'était pour un Il service sortait de Porto, c'était un coup de qui venait billard? de gagner la Ligue des Champions. Il ne jouait pas. Ah si. Si. Alors parlons de ces Macs alors. Parlons du russe Ananko, un russe à Ajaccio. On va parler de Semak déjà. Semak, Sergueï, c'est Zinedine Zidane en Russie, en termes de notoriété internationale. Mais je vais faire très court sur Semak. C'est le seul joueur que Paris a acheté à un certain prix et qu'il l'a revendu 1 an plus tard, légèrement plus cher. C'était pas un gros montant, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais C'est vrai, ça c'est mérite vrai, d'être c'est souligné. vrai, c'est vrai. Parce Il que- avait encore sa cote. Et il avait une cote extraordinaire. Il en a Russie. connu 5 présidents en 1 an ou 4. Ouais, comme ça. 3 Il y a eu, bon, hein. deux présidents, 3 entraîneurs. Voilà, c'est ça. Et j'en parlais la dernière fois avec Sylvain Armand, de qui je suis resté proche de cette période. On dînait ensemble, et on en rigolait parce que il m'a dit, Sergueï, il est parti, il est arrivé au pire des moments. Mais en tant que footballeur, c'était un super footballeur. Ça, on peut pas le lui enlever. Donc, vous œuvrez aussi pour le bien des clubs. C'est ça la question de base, c'est de se dire les agents, c'est que pour leur gueule et ils cherchent le club finalement qui va le mieux aux joueurs, mais aussi pour prendre leur argent. Ou quand vous envoyez le russe Ananko à Ajaccio, un russe qui réussit à Ajaccio, de l'extérieur, on se dit waouh, fallait le faire là quand même. Il y avait une connexion à l'époque entre les Russes et Ajaccio. Oui, non, il faut pas accorder plus d'importance à l'agent qu'il en mérite. D'accord. Quand un joueur signe, c'est aussi parce qu'il y a un président en face qui dit oui. C'est aussi parce qu'il y a un coach qui dit oui. C'est aussi parce qu'il y a un directeur sportif qui dit oui.
moi, je suis très ami avec beaucoup d'acteurs du monde du football. S'ils devaient me dire oui à chaque fois, franchement, je serais peut-être propriétaire de tout ce joli bâtiment, qui est d'une valeur inestimable dans Paris. Donc, non, mais c'est... Mais tu te souviens sans doute de la citation. Je crois que c'est quand Faubert part au Real Madrid. Faubert qui à l'époque est représenté par Yvan Lemay, qui je crois un agent plutôt respecté, qui a plutôt bonne presse en plus. Je crois que c'est Paul Merson qui avait dit à la télé britannique à l'époque, qui avait dit il faut que l'agent de ce joueur soit anobli et devienne chevalier de la reine, parce qu'avec ce qu'il a réussi à faire, c'est quand même extraordinaire. Et c'est pas un cas isolé quelque part. Non, il y a des cas, mais parce que peut-être que ça correspondait à un besoin. C'est un mercato d'hiver. Oui, c'est un mercato d'hiver. Est-ce que le Real s'est dit j'ai besoin d'un numéro 3 parce que c'est un grand club qui a besoin de doubler, voire de tripler, même parfois de quadrupler certains postes. Ils se sont dit bah voilà, ce garçon il vaut rien. Il était international malgré tout. Il a fait sa petite carrière. On le prend. Il est d'ailleurs resté 6 mois. Ouais, et je crois que c'est même pire que ça. Je crois qu'il voulait Valencia. Et finalement, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour Valencia, qui coûtait trop cher. Et quelqu'un qui venait d'être recruté au club et qui venait de Tottenham l'avait vu jouer avec West Ham 2 fois et avait dit mais il a été incroyable contre nous, il faut le prendre. C'est quand même assez extraordinaire. En tout cas, ce livre, il est bourré d'anecdotes comme ça. On va en sortir une dernière parce que le débat, on pourrait le faire durer encore une demi-heure. Parce que vous avez une vie d'agent, vous avez eu une vie de journaliste, vous avez eu aussi une vie de DJ. Il était à Auxerre, il y a pas mal de gens de Lyon qui nous regardent. Non, ça, il faut pas Faut le dire. Déjà, Auxerre, il n'y en a pas eu beaucoup. Faut pas le dire, mais alors vous aviez sympathisé avec Jean-Marc Ferreri, Roger Basile Boli, Pascal Vairua, Christophe Coquard ou encore Eric Cantona. Et à l'époque, vous étiez DJ. Et donc, quand vous voyiez entrer Giroud sur les écrans de surveillance, vous diffusiez un morceau que les joueurs connaissaient. Et là, il filait par l'issue de secours. Ça m'a fait beaucoup sourire. Et donc, il y avait une vraie relation. Bon, vous n'étiez pas encore tout à fait dans le milieu du foot, mais c'est comme ça que ça vous a donné l'envie. Bah, c'est l'amitié, les hommes, les histoires humaines. On en revient toujours à cette chose, à cet aspect des choses. On est devenus potes. Cantona, que l'on aurait pu citer, parce que Pablo était de cette génération. On allait souvent chez lui. À l'époque, on jouait pas, il n'y avait pas les consoles, ça n'existait pas. Décidément, mais je suis pas si vieux que ça. Et quand vous parlez d'humanité, avec Mathieu Valbuena, ça a été du coup la déception, l'humanité forte, et puis la déception comme une histoire d'amour. Oui, non, mais complètement. Mais tout le monde m'attendait dans ce livre à ce que je règle mes comptes avec Mathieu. Et je le dis clairement, on brûle pas ce que l'on a aimé. Je raconte juste les raisons pour lesquelles on s'est séparés, qui sont binaires, parce que tu as un agent, pour pas le nommer, Jean-Pierre Bernès, qui lui a dit mais ton agent il est nul, moi je vais te faire signer à Arsenal, à Manchester United, au Real Madrid, et au final il a signé au Dynamo Moscou. Donc, et c'est que vous lui aviez déjà proposé en plus. Oui, complètement. Et d'ailleurs, la proposition que les enquêteurs avaient retrouvée dans le cadre d'une perquisition dans les bureaux de la commanderie à l'Olympie de Marseille. Et tout ça pour dire que, voilà, Mathieu, si je me mets sur son rable et que je dois raconter ce que l'on a raconté, ce que l'on a vécu pendant 9 ans, c'est pas un livre qu'il va me falloir. Il va en falloir 50. Mais ça sert à quoi? Je suis pas là pour régler des comptes. Il faut avancer. On a vécu une belle période ensemble. On s'est construit ensemble. On a gagné de l'argent ensemble. Vous avez été d'un fort soutien psychologique aussi, parce que vous racontez, il se sentait mal aimé, il n'arrivait pas à retenir ses larmes quand on discutait, parce qu'il a été là, bisuté à l'OM par la génération, la génération de Ribéry. Et donc il y a un vrai, c'est là le côté humain de l'agent. Bien sûr, bien sûr. Faut pas que les gens puissent croire que le rôle de l'agent, c'est uniquement faire un contrat de travail et encaisser une commission. Ça représente 2% du job. Ça représente beaucoup d'argent, certes, quand vous avez des gros joueurs, mais c'est pas ça le métier d'agent. Le métier d'agent, c'est d'être au quotidien, d'être là quand il le faut, pour épauler, pour soutenir, pour tempérer aussi. Tu as des joueurs, à l'image de Mathieu, par moment, tu avais l'impression que c'était Diego Armando Maradona. Bon, il fallait lui dire, oh, tranquille. Et justement, Christophe, parce que il en est question dans le livre, les démons un petit peu de Mathieu Valbuena, si tu avais été son agent justement sur ces 3 dernières années, est-ce que tu penses que l'affaire de la sextape, on va dire que c'est quelque chose que tu aurais pu prévenir et gérer, surtout gérer, ouais.
mieux que ce qui a été fait malheureusement ces dernières années? C'est pas un démon récent. Donc, en disant cela, ça veut tout dire. D'accord. Donc, Mais dans le livre, vous le dites aussi que vous aviez réussi à gérer tous ces problèmes-là Bien sûr. jusque-là. Ouais. Et qu'ensuite. Ouais, le problème, c'est que. Après, je ne sais pas ce qu'il y a sur cette vidéo, réellement. Je ne sais pas de quand elle date, ni qui y a. Parce que c'est peut-être aussi important de. C'est la seule question importante. Voilà. Et c'est celle Qui qui est-ce qu'il y fait. a sur cette vidéo? C'est celle qui fait fantasmer beaucoup, Ouais, beaucoup, clairement, beaucoup, ouais. beaucoup de gens. Je pense avoir la réponse, mais j'ai pas de certitude. Ouais, nous aussi, hein. Non, plus sérieusement, c'est le genre de situation très compliquée à gérer. Je sais pas comment j'aurais réagi. Faut vivre les situations à l'instant T pour savoir comment tu vas le faire. Et juste pour inverser aussi, et promis, après j'arrête de prendre du temps, mais tu disais tout à l'heure, l'agent ne fait pas tout. Et il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est l'ancien agent de Dembélé, qui s'appelle Badou Sambagé, qui est avocat d'ailleurs, hein, qui travaille avec d'autres personnes. Et il y a eu une affaire qui est en cours. Alors, ça sera difficile, j'imagine, pour toi de t'exprimer là-dessus, parce que justement, on va laisser la justice faire son travail. Mais ce qui est reproché, entre guillemets, au club de Rennes, c'est d'avoir mis la pression sur Dembélé pour qu'il change d'agent et faciliter du coup son transfert vers un autre club qui arrangeait peut-être un peu plus le stade rennais et éliminer l'entourage de Dembélé qui avait demandé un départ de Rennes un an plus tôt parce qu'il ne jouait pas. Est-ce qu'on est dans une phase, à travers ce cas, à travers cet exemple, dans une phase où quelque part le club reprend un petit peu de pouvoir aussi vis-à-vis des agents, vis-à-vis des joueurs, contrairement à tout ce qu'on a pu dire ces 10 dernières années? Alors, déjà, moi, je connais pas le dossier, hein, si ce n'est Oui, les grandes lignes par qu'on voie a de tous vues dans les presse. médias. Si réellement Rennes a exigé et a fait pression auprès de son joueur pour changer d'agent, c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est condamnable, et j'espère que la justice ira jusqu'au bout. Parce que s'il y a eu à un moment donné ces pressions, c'est que le crime profitait à quelqu'un. Donc il faut savoir le pourquoi du comment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre à ta question, c'est peut-être aussi, mais ça, on verra dans les prochains mois, voire les prochaines années, c'est peut-être aussi ce que j'ai vécu à titre personnel dans le cadre du dossier Valbuena et Caboret. Donc, il y a des agents, on va le dire clairement, il y a des agents qui pourraient aller être assez proches du club, entre guillemets, ou du président, oui. et sont placés par le président ou par les dirigeants Oui, bien pour sûr. représenter tel ou Bien tel sûr. joueur avec qui il est difficile de négocier. Oui, complètement, ça peut arriver. C'est des choses qui existent dans le football. Oui, ce Même sont des- si ça n'a pas été toujours prouvé devant un palais de justice, on sait que c'est des méthodes qui sont parfois pratiquées. Le problème, c'est l'apport de la preuve. Et ça, j'en ai pris vraiment et réellement conscience lorsque j'ai été placé en garde à vue dans le cadre de ce dossier. C'est que il y a des soupçons forts, mais les enquêteurs et la justice n'arrivent pas à le démontrer. Et c'est à la justice et aux Trouver les enquêteurs de preuves. démontrer le délit. Difficile, c'est difficile. Notamment, ce que je peux vous assurer, tout à l'heure, vous me disiez, oui, il n'y a pas d'espèce, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de carambouille dans le football français. Je vous disais non, et vous aviez du mal à me croire. Ce que je peux vous garantir, c'est que sur un dossier d'un joueur qui joue en France, qui reste en France, mais qui va dans un autre club, il n'y a pas une embrouille-carambouille, c'est totalement impossible. Même si vous en avez envie, vous ne pouvez pas le faire. Par contre, si le joueur part à l'étranger, ou si le joueur vient de l'étranger, ah là, la porte est ouverte, bien évidemment. Bon, bah, je crois qu'on a quand même une bonne partie de la réponse de ce sujet. Sont-ils tous pourris? C'est plutôt non, parce qu'il y a des... Totalement non. Totalement non, parce qu'il y a certainement une part de gens qui salissent le métier. Mais donc avec Christophe, vous pouvez tomber sur un livre passionnant, des anecdotes, des tranches de vie de footballeurs hyper intéressantes. On a largement explosé les temps du débat, mais c'était super intéressant. Donc merci Christophe. On ne parlera pas du fait que vous ne soyez pas venu avec une ribambelle de caleçons, parce que vous aviez mis de l'argent dans une entreprise Ça, on en parle de pas. caleçons avec Mathieu Valbuena. Ça vous en a fait perdre d'ailleurs. Bon bref, voilà, il y a plein de choses là-dedans que vous pourrez découvrir. On poursuit. Nous, on a encore des choses à se dire. On a des pronos à faire. On a le zapping à vous montrer.
Go. Ouh. 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 Un zapping signé Oh My Goal. Manu, tu descends. C'est la séquence à charge de l'émission comme d'habitude. Et c'est maintenant. Manu a sélectionné un thème qui lui tient à cœur cette semaine, le retour dans les médias de Vikash Dorasso. Manu, c'est à toi. Et oui, parfois les amis, je déprime et je me dis que cette chronique ressemble à un vulgaire le con de la semaine. D'ailleurs, ne soyons pas sexistes, hein, le con est parfois une conne, mais il faut le dire, quelque part, c'est quand même un peu plus rare. Revenons à nos moutons et justement parlons d'eux, ce troupeau d'amoureux du foot qui donne dans le Cavani bashing depuis maintenant plus de 4 ans. Un troupeau de plus en plus clairsemé tant les statistiques parlent d'elles-mêmes. Je vous lis même pas le carton parce que vous les connaissez bien sûr et on en parle chaque semaine. Mais preuve que les stats ne disent pas tout et ne sont jamais le point final d'une discussion de football, il existe encore des gens pour nous dire que Cavani n'est pas le grand attaquant que Paris mérite. Petite rétrospection, on a connu des cas de Cavani bashing aigu. Commençons d'ailleurs par ce premier exemple, Francesca Antoniotti pour le célèbre Cavani, 8 buts au pire une dizaine, ce sera déjà pas mal. Malheureusement, on connaît la suite pour Francesca qu'on aime beaucoup et qui a d'ailleurs fait son mea culpa. Autre exemple, et attention non des moindres, notre ami, notre confrère Toto Dufan y allait également bien sûr de son couplet avec le célèbre dresseur de chevaux. On voit d'ailleurs ici qu'il cède quand il parle notre ami Thomas. Pour ne rien vous cacher, comme Francesca, Tom a lui aussi fait son mea Mais culpa. jamais de la vie. Regardez plutôt un Bah, communiqué laconique qui, ironie du sort, nous est parvenu en même temps que celui du LOSC, mercredi soir. C'était juste après la rencontre, bien sûr, contre le Celtic. Elle est belle. Réalisé sans trucage, les amis. Mais le débat sur Cavani divise de moins en moins, mais quelqu'un a cru bon se distinguer cette semaine. Comme tu le disais, bien sûr, mon cher Thib, on en revient au con de la semaine. Et cette semaine, j'ai peu de plaisir à consacrer un joueur que j'ai beaucoup aimé, un cinéaste qui m'a laissé davantage sur ma faim. Je veux bien sûr parler de monsieur Vikash Dorasso. Attaque gratuite ou buzz pour promouvoir la sortie de son autobiographie. Vikash, je pense que tu as tout faux sur ce coup. Cavani n'a certes pas le niveau technique des plus grands de cette planète, mais il a autre chose. C'est un ovni, un paradoxe à lui tout seul, un mec qui ne ressemble à aucun autre attaquant, à aucun autre joueur dans la planète foot. Il marque à la différence d'un Ibra dans les moments importants. Surtout, il donne du liant dans le collectif parisien. Il symbolise d'ailleurs un petit peu le sacrifice dans une équipe à qui il peut arriver de s'embourgeoiser. Des choses qui charment des supporters et les amoureux de foot. C'est toujours sympa de mettre des doublés, mais si en plus du doublé, tu fais un repli défensif de près de 60 mètres, généralement quand t'aimes le maillot, t'aimes ce genre de joueur. Cavani, c'est l'anti-star et donc un véritable étendard pour les supporters parisiens. Casanier, voire contemplatif, l'homme est plus qu'un joueur de foot. Alors Vikash, sans rancune bien sûr pour ce titre honorifique de con de la semaine, tu l'as bien mérité mon ami, mais la magie du foot c'est qu'on est toujours le con de la semaine d'un autre. Cavani aura beau gagner des titres et devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG, le débat lui ne s'arrêtera pas.
On va être content de venir, Vikash. Non, mais attends, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est mon con de la semaine cette semaine, un joueur que j'adore, et je suis moi-même le con de la semaine d'énormément de nos auditeurs et d'autres personnes. Voilà, chacun son tour, c'est le foot. C'est le débat du foot, la magie du foot. Bon, sur Cavani, on va quand même attendre qu'il nous qualifie en demi-finale avec des champions pour être dithyrambique. Hein. Ouais, Bravo, il y en a eu Cavani, des en buts tout cas. importants. Quand Et même. Vikash aura son droit de réponse car l'invitation est envoyée depuis quelques jours maintenant à son agent et à lui pour venir dans la classe foot. Après Christophe Hutto qui a donc dû quitter les lieux puisqu'il avait, il était non pas pressé mais il avait juste un rendez-vous et nous avons largement débordé l'heure de tournage. Polo et Furax en régie. Alors tout de suite les conseils, les pronos PMU. Il y a des bons coups à faire. Il y en a beaucoup à faire, alors envoie la purée, envoie-nous tout le steak des matchs du week-end que l'on vous propose avec des gros chocs sur lesquels parier, notamment Monaco, Paris Saint-Germain en Ligue 1. Alors pour nous, une cote à 1,50 sur Paris qui voyage bien, qui vit bien alors que Monaco vient de prendre une claque à domicile. Certes, il va y avoir des monégasques revanchards, pour autant on a misé sur Paris, on a fait monter la cote grâce à 1,50 avec une cote de 3,70 pour Valence-Barcelone. Alors là, on est toujours sur les favoris et on gagne jamais, on fait jamais les 5 bons résultats. Alors les amis, on s'est dit que pourquoi pas le Valence de Guedes et de Zaza pouvait faire tomber le Barça. Et on sait jamais, en Liga il peut tout se passer. Le Valence est dans le top 3 aujourd'hui en Liga, en Espagne. Donc cette cote à 3,70 nous a plu. Toujours et on se difficile dit, de jouer à Valence, hein. Excuse-moi de te Et en couper, plus, Tim, mais toujours difficile de jouer à Valence. mais c'est là. Exactement. Toujours. Donc, victoire de Valence. Pourquoi pas Dortmund, Schalke, gros match en Bundesliga. Christophe Hutto n'était pas d'accord, on vous le dit, parole d'agent. Pour autant, nous, on voit bien Aubameyang continuer à planter, Aubameyang marqué et la victoire du Borussia Dortmund, une belle cote à 1,66. Dortmund, grosse attaque, comme d'habitude. Le derby, Rennes-Nantes, ce sera samedi 17h. Rennes, une victoire à domicile pour l'effet Lamouchi, c'est ce qu'on s'est dit, parce que la cote est à 2,35. Ouais, on se l'est presque dit. On ne croit pas du tout. Non, l'effet Lamouchi, non. L'effet c'est Même vrai. dans le nom, ça Ou, va pas. Ouais, c'est clair. Ou Ranieri déstabilisé par les propos de Domenech. Enfin, Ah bah quelque chose, quoi. Enfin, en tout cas, on s'est dit que Rennes, à domicile, il pouvait peut-être finir par l'emporter quand même, une fois dans la saison. c'est sûr. Bon, bref, Liverpool-Chelsea, ce sera pour ceux qui ont SFR samedi. Gros match aussi à suivre. Chelsea voyage bien parce qu'Antonio Conte sait défendre. Et à l'extérieur, ça compte toujours. Alors, une petite victoire étriquée de Chelsea à 3,20. Ça nous porte une cote énorme pour un pari à Incroyable. 10 €. Une cote à 69. Et 69, souvent ça passe. Si ça tombe du côté de Lille, ça passe. Pas tous les jours chez nous, mais chez vous peut-être. En tout cas, voilà, pour un gain de près de 700 €, misez 10, ça peut se faire si vous avez 10 balles qui traînent. Allez, on poursuit, on finit avec une coupe à filer quand même. C'est l'heure de l'interro surprise, les quiz. Allez, on démarre ces quiz comme chaque semaine avec les qui est, des photos floutées, des photos entourées, des photos cachées. Et on démarre avec l'actualité de Monaco PSG ce week-end. Je vous ai donc déniché des vieilles photos de l'AS Monaco. Monaco 93-94. Vous faites ça de façon individuelle. Et ouais, l'album Panini, les amis. Alors, il y a un milieu de terrain français, un défenseur français qui a fait une grande... Franck Sauzé. J'en ai un petit. Deschamps. Allez, c'est la vitesse, non, un record de non, vitesse. Petit. Non. Petit, bon point pour On va Emmanuel rajouter Moine. sur un, Emmanuel ouais. Petit, ça fait 1 point. 93-94, l'AS Monaco, Denzo Chifo, Yuri Djorkaeff, un attaquant étranger qui plantait but sur but. Wea. Klinsmann, bonne réponse. Ah ouais, le blond. Bonne réponse, 2-0 pour Manu Moine. Il reste un défenseur qui a fait carrière d'entraîneur en Ligue 1 avec un club français, bien sûr, puisque c'est en Ligue 1. Quel détail je peux vous donner d'autre? Galtier. Un défenseur central qui avait une grosse frappe de balle. Il aimait bien mettre des transversales. Il n'est plus à la tête du club Le de Guen. Ligue 1 dont je parle. Le Guen. Non, il a coaché, je vous Pas donne du le tout à club. Monaco. Vitesse, il a coaché Caen. Dumas. Ah, bien vu. Du Thomas ouais, Dufant, tu vois. 2 buts à 1 Bravo. pour Manu devant Thomas, Max Et dans- admirer la belle coupe de petit, hein, les Ouais, potes, merveilleux. hein. Tu vois. Ouais, Klinsmann. Ouais. Logan. Enjaillez-vous Il y a avec Yuri le aussi. Yuri. Yuri Oh là Djorkaeff. là, Yuri, incroyable. Amara Simba. Claude Oh là Puel. là. Allez, on Quel poursuit, on distribue les Enzo points des Sichifo. qui est avec Monaco 99-2000, Trezeguet. l'année du titre, avec il est là. non pas Trezeguet, Il y a mais Simonet. Ah non, C'est Simonet. qui le il y est- gros à Marco gauche, Simonet, ouais, c'est pas ouais. mal ça. Non. non, il n'y a pas Simonet, il n'y a, C'était pas il y a pas D'Acosta. d'attaquant. Il y a D'Acosta, le capitaine, plus là, à tard, droite. il n'y a pas d'attaquant, il y a 2 défenseurs et un milieu de terrain. Vous êtes sérieux avec le Martin gars à gauche Djetou. là Tous internationaux. Martin Djetou, le 5. Le gars à gauche, je vous dirais qui c'est à la fin, c'est point bonus. Martin Djetou, C'est bon point de l'éléphant. Manu C'est Moine. l'éléphant. Ouais, Partout, c'est L'éléphant, bon point de Maxime. L'éléphant, bon point de Maxime. Ah oui, Il Simonet, il est là. on est Donc bête. Djetou, l'éléphant, ça fait 1 point chacun. Il reste un milieu de terrain international dont je viens de parler il y a quelques instants et un défenseur central
central qui avait une carrière comme ça et qui a fait comme ça. Défenseur central formé Christian au club. Christian Val. Ah, vu, bien. 3 buts à 2. Et le milieu, alors c'est 3, qui 2, 1. Et un pas milieu de Dacosta terrain qui est aujourd'hui coach en Ligue 1. Milieu de terrain de l'AS Monaco. Merde. Coach Ah, de c'est la Mouchi, Mouchi, la Mouchi. Ah. C'est moi. C'est toi. Je C'est prends, toi. je m'en À fous. égalisation Oh, de t'es Thomas fou. Dufont. Égalisation de Thomas Dufont. Ah, l'éléphant, il est merveilleux. 3 buts partout et un but pour Maxime Orbet. Magnifique. Petit gardien, hein. AS Tony Monaco Silva. 99. Ouais, Silva. Tony Silva, Tony l'ancien Silva. du LOSC. J'ai mangé chez son frère dimanche. Et d'ailleurs, je le remercie toujours. Excellent repas, ouais, excellent. T'as mangé quoi? Du veau. Non, de l'agneau. Ah, c'est pas pareil. Ouais. Donc c'est une vérité. Il s'est sur du plat. Il n'a pas mitonné, les amis. On poursuit, distribuer les points. Égalisation de Thomas, 3-3-1. Flavio Roma. Monaco 2009-2010. Flavio Roma. Roma, mais- c'est bon. Non, pas du tout, pas le Ah Flavio ouais Roma. Non, 2009, 2009-2010. 2010 Ouais, ouais. Parce que c'était c'est en Ouais, Ligue 2 c'est là. juste l'année avant de descendre. Ah, L'année oh. avant de descendre, il y a un défenseur central qui a joué ailleurs en France, Oh merde. qui a joué dans 2 autres clubs français avant de partir à l'étranger cette année. Il y a un attaquant qui a fait une Galgivet. brillante carrière en France, un attaquant étranger et un gardien international qui joue dans un club français. C'est pas Martins l'attaquant? Non, il était pas Non. Attends, c'est quoi 2009, 2010, je connais aucun joueur là. International. Un Bah, gardien- je connais que Si, Meriem. il y a quoi. Meriem. Un ouais. gardien Mais voilà, et international, le grec en un haut. gardien Ah, Ruffier, international. c'est Ruffier. Ruffier, Ah oui. 3-2, Putain, j'ai 3-2, zappé Maxime. cette période. Ruffier à Monaco. Ouais, 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 il est ouais, formidable. Aucun souvenir. Ah ouais, Aucun non, mais souvenir. c'est vrai, Défenseur ça. central qui a joué à l'OM et à Lyon. Abdelour. Non, mais n'importe Non, quoi. non. Pas à Lyon. Oh là là. Il est pardon. étranger. À Il est l'OM. camerounais. À l'OM. Il joue à Torino maintenant, au Torino. On est grave au Attends. Un Ouais, défenseur c'est central. À l'OM, camerounais. à Lyon. Nkoulou. Nkoulou. Non, je l'ai dit avant. Toi, tu l'as Oui, dit? si, Ah, si, j'ai si, pas si, entendu. si, si, Excuse-moi. Ah, Non, j'ai- vas-y. j'ai- Ah ouais, Ah ouais, d'accord. Nkoulou, Quand bah, même, désolé. quand même. Égalisation Ouais, du grave. coup. Et- 3 buts partout tout le monde. Triche pas, Manu. Oh là là. Il en a reste manqué un un, point à là. Je gagner te sur jure, cette j'ai pas photo, un point avec un attaquant qui a fait vibrer un grand club français après être parti de Monaco où le public n'était pas assez chaud pour lui. Un gaucher que fin dribbleur, Le il Bouillard, vient du Saviola futsal. Non. Il joue au Brésil désormais. Il a 35 ans. Il a fait vibrer le Parc des Princes. Il a fait Ah. rêver les supporters Néné. de Paris. Néné. Oh là là, je suis Ah, horrible, pardon. ouais. Bah oui, pardon, Oh, pardon. Ah, 4-3, bah oui. 4-3 pour Tom. Ah, On j'avais finit ça, ce merci. qui est avec Oh là l'AS là. Monaco de 2004, Catastrophique, la cette finale de la Ligue des Champions. C'est pas Julien la Rodriguez. c'est pas la Rodriguez. photo de. Alors j'y vais, Rodriguez, vous avez un point chacun. Il y a Ça fait Ibarra, donc- le Ça 4. fait donc 5-4. 4, Ah, Ibarra. Ibarra, ouais. Ibarra, le 4. 5-4. Morgan et Edouard Cissé. Et Edouard Edouard Cissé à Edouard côté de. Cissé, Ouais, ça tout à fait 6, 4 et 4. Ok. Avant les Oh. qui suis-je de fin d'émission, nous sommes donc à 6 points pour Thomas Dufont. Ouh, c'est 4 serré là. hein. 4 J'aime pour ce Maxime rythme, j'aime ce Orbet. rythme. Moi, j'attends le Très lourd. Super Banco. De toute façon, tous sur Super Banco. tu Alors, sais. il y a 3 qui suis-je qui vont s'enchaîner. 2 points par qui suis-je. Ouh. Allez, c'est parti. Ça Je fait suis peur. portugais. 4 sélections, un but il y a 10 ans. J'ai joué au Portugal, en Espagne, en Grèce, en Turquie, en Angleterre, à Bolton et en France, à Nantes. Je ne me suis jamais imposé là-bas. Je faisais 1m90, 85 kg, très loin du jeu nantais, quoi. Beau bébé, oui, pour un attaquant. J'ai voulu défendre les couleurs de mon pays d'origine, le Congo, mais la FIFA s'y est opposée parce que j'ai joué avec le Portugal Espoir. Oh là, tu m'as perdu là. J'ai gagné la Coupe de l'UEFA avec Séville en 2006. J'ai été meilleur buteur de Turquie en 2010. Moi, tout ce qui sort. 21 buts avec Kayserispor. Ma meilleure saison avec celle que j'ai effectuée à Salamanque en Espagne en 2001. J'ai aujourd'hui 36 ans. Je suis souvent sur le banc de l'équipe du Congo. Je suis né à Bandal, au Zaïre. Et je n'ai pas vraiment marqué les esprits des Nantais. Pour autant, on peut dire que Putain, Nantes. mon prénom, Aziz, enfin mon surnom, Aziz, c'était pas vraiment... C'est quoi ton Alors là, histoire tu de- vas en venir là, là, dans un alors là- autre monde. C'est la première fois de l'histoire de la classe foot qu'il ne trouve Ah pas. ouais. le qui Ah, suis-je. je colle, je sèche. Moi non plus. Je ne peux pas vous dire plus de choses parce qu'après je serais vraiment intime si Ah. je révélais des choses sur lui. Oh là. Alors, on ne distribue pas le point. Il Bah non, s'appelle. gauche, Allez, ouais. révèle-nous, Anthony. Ah, ma coucou Aziz là. Makoukou. Tu sais que c'était. Ah ouais, bon, alors ça, tu sais quoi, en plus, c'est mauvais parce que JB nous l'a posé Ouais, en c'est quiz vrai, sur ouais. Twitter cet été. On l'avait trouvé direct parce que c'est vrai qu'il était présenté comme un grand espoir. Et je crois qu'il arrive l'année après le titre de Nantes. il me semble. 2009-2010, t'as dit. Il arrive en. Ouais, Je crois que c'est l'année après le titre, il me semble. Il y a pas ça. en On 2000. regarde le Wikipédia. Regarde, tu l'as 2002, c'est Ah ouais, exactement t'as ça, raison, c'est t'as l'année après raison. le titre. Oh, Ma coucou là, C'est vrai que bravo, j'aurais pu vous là là afficher, là là. j'aurais pu vous afficher le Wikipédia. Ouais, t'aurais- ouais, en ouais. Oh là dernier, là. mais T'aurais dû. Bravo. Dans ces cas-là, Anthony, tu N'hésitez pas, les dégaines, gars. tu Oh, galères JB va trop. nous tuer, Ça tu marche. vas voir ça. J'ai 53 ans, je suis né à Feur, dans la Loire. Je fais 1m72, c'était un qui suis-je plutôt pour Christophe Futo. Ouais. Je fais 1m72, j'ai été formé à l'INF Vichy. J'ai débuté à Toulon avant de faire Niort, Reims, Saint-Etienne sans trop de succès. Et ensuite, je me suis mis à planter but sur but à Martigues, Pour la One, C'est ça. pas d'Arocha, ça, non? puis à Bordeaux. Ah non. J'ai joué en France principalement, mais aussi pas mal en Suisse, où j'ai coaché par la suite parce que je suis devenu coach. Coach dans les Landes, coach près de Bordeaux, coach en Suisse,
J'ai croisé plusieurs Ah, mais fois de ma Tolo, carrière. Didier Tolo. Ah, Didier Didier Tolo, Tolo, Didier bah Tolo, oui, coach Didier en Tolo, Suisse. bravo. Égalisation de Manu, 6 Bravo, buts Didier Tolo. partout. Ah oui. 6 buts, la ganache. 6 Sacré buts partout bide. avec Tom. Ah, la Ça va vache. donc se jouer sur le dernier qui est, soit 3 points, l'égalisation de Maxime. Non, pas l'égalisation de Maxime. Non, 3 non, points. 3 points, 3 Et je points. vais pas points. balancer, mais je crois que Manu n'a pas égalisé. Oh, 6-4-4. Il y T'as avait vu un peu 6-4. les calculs d'apothicaire Là, il y a que deux ça, points. ça Ah, met c'est deux points, camarade. Ah oui. Là, Bref, bref, coule pas. on joue le but vainqueur. On joue le Allez, but vas-y, vainqueur. but en or. But en or. J'ai joué plus de 400 matchs en D1. En D1. Oula. Pour 126 buts. À 46 ans, quand je me retourne, je me souviens avoir joué en Allemagne, en Angleterre, surtout en France. J'étais un attaquant buteur, pivot, bon de la tête, je l'avoue, mauvais techniquement. J'ai marqué mon époque pour autant par ma coupe de cheveux, par ma générosité sur le Lasland. terrain. Lilian Ah, Lasland. il a bien joué. Oh non, j'adorais ce joueur. Tu peux pas me le prendre Ah, comme je ça. te l'ai Il avait pris joué en et je ne Allemagne, j'avais regrette servi rien. ça à Cologne. Ah oui, exact. À Belle Allez, Cologne. allez, victoire, coupe. belle victoire Oh de Thomas non. Dufort. Il revient. Il n'était pas là la semaine C'est pour toi, dernière. Lilian. ça s'est vu. Lilian, c'est pour toi. Un Et co- aussi Steph Guivarch. Eh, Et Tony Vérel, les un vrais gars. copain de la night, mon gars. Ah bah Un oui, copain de la bah, night. Là, c'est le Lilian lever de Lasland. coude de haut niveau, là, moi. On va aller- les amis, on va aller fêter ça, mais suivez comme d'hab la Oh, First Team de retour lundi, NBA First Talk, les matinales toute la semaine pour parler NBA avec Tom, avec Erwan, avec Steph, le First Day Show jeudi prochain. Et puis si ça vous a plu, que ça vous a mis la puce à l'oreille, Secret d'agent de Christophe Hutto, c'est vraiment passionnant pour ceux qui aiment le foot. N'hésitez pas à le lire. Merci à Sully aux manettes, merci à Mathias, merci à Anthony et à Polo de nous avoir suivis et de nous avoir dit de nous grouiller parce qu'on a fait long aujourd'hui, mais vous avez vu, c'était particulier. Merci Manu, Merci Max Thibaut, c'est et, cool. et Merci, Tom. Très bien. Allez. À la semaine prochaine, les gars. Et allez l'anus.